Bienvenue, vous êtes sur France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Pour l'individu qui s'adonne à la lecture d'un roman politico-policier, la tentation est souvent grande et souvent irrépressible de se livrer au petit jeu du qui est qui. Qui est dans la vraie vie celui qui a touché des rétrocommissions d'une puissance ennemie, qui a fait chuter l'autre, par quels moyens, quel chantage, etc. En lisant Le bal des chacals de Jean Le Sieur, qui est notre invité, vous en aurez aussi de ce point de vue pour votre argent. Mais si vous êtes de ceux qui ne comprennent rien à ces intrigues-là, vous ne serez pas déçus non plus en déchiffrant la narration des pérégrinations de Thomas Richard, journaliste chevalier blanc, perclus cependant de fêlures et de failles intimes, dont la dernière, sa femme américaine vient de le quitter, n'est pas la moins béante. Seulement il y a longtemps, au début de leur amour, Mary avait révélé à Thomas un crime perpétré par un jeune doctorant parisien arrogant, devenu depuis chef de la diplomatie française, le MAE comme on dit en France, le ministre des Affaires étrangères ou étranges. Là s'arrête mon propos introductif. Il faut bien entendu laisser au lecteur-acheteur la primeur de la découverte. Nous, avec Jean Le Sieur, nous allons tenter de tourner intelligemment autour du pot pour savoir ce que renferme le livre de vérité et de contre-vérité en général. Jean Le Sieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a une phrase qui est dans le début de votre ouvrage, où vous dites, à laquelle vous ne répondez pas d'ailleurs, vous dites « Qu'éprouve-t-on auprès des gens que l'on aime et que l'on blesse ?» Est-ce que depuis que vous avez écrit cela, vous avez trouvé la réponse ? Oh, ben la réponse, je la connaissais un petit peu avant, mais parce que les gens, on les aime et on les blesse, mais enfin, c'est un petit peu l'histoire de la vie de chaque individu, ça. Vous rencontrez des gens, vous les aimez, vous les blessez, vous êtes blessé. Et en particulier dans une vie de journaliste où on est quand même soumis à un rythme assez intense de trahison, d'emportement, d'élan, de déception et d'enthousiasme aussi. Donc je ne crois pas que la réponse soit tellement différente pour tous les individus qui se livrent à ce métier. Elle est évidente. On éprouve de la déception et puis une certaine nostalgie aussi pour un bonheur passé. Alors, une nostalgie pour un journalisme qui aurait dû exister, qui a existé ou qui n'a jamais existé, parce que vous tirez à boulet rouge sur une certaine forme de journalisme en disant que ce n'est que la courroie de transmission entre le pouvoir et le public. Oui. Mais vous savez, depuis 40 ans que je fréquente des rédactions et que je fais le journaliste, j'ai souvent fait le constat que les conférences de rédaction et les conversations de couloir ou de salon ou de déjeuner ou de dîner étaient plus intéressante que ce que ces rédactions produisaient dans les journaux, à la télévision, etc. Alors, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire on ne peut pas tout dire sans se fâcher avec des sources potentielles. On ne peut pas, en effet, trahir des gens qui vous racontent des secrets qui peuvent être des secrets d'État et continuer à faire son métier comme si de rien n'était, bien entendu. Mais en même temps, je crois, et tout particulièrement en France, il y a une certaine tradition de connivence avec les milieux politiques que nous couvrons. Et bon, il se trouve que moi, j'ai un petit peu été élevé à la mamelle du journalisme américain des années 70. Souvenez-vous, c'était l'époque de Watergate, de Bob Woodward et de tous ces gens-là. Il y avait évidemment aussi beaucoup de manipulation, il y avait certaines connivences entre des journalistes et des sources politiques, mais il y avait des valeurs qui étaient celles de « on révèle ce qui se passe, on décrit le dessous des cartes ». Et ce livre-là, je l'ai fait un petit peu avec tout ça à l'esprit, que ce constat que nos conversations, nos conférences de rédaction sont plus intéressantes que ce que nous produisons, je me suis dit, je vais faire un livre qui va peut-être traduire le vrai climat de la vie politique, de la vie que nous couvrons, qui va peut-être les traduire mieux que tous les articles d'Alain Duhamel ou de ces gens qui qui pratiquent une autre sorte de journalisme. Justement, cette classe politico-médiatique, vous la brocardez, c'est une chose. Mais vous la brocardez au nom de valeurs qui semblent être des valeurs du passé.
des valeurs d'un âge d'or qui n'aurait jamais existé, ou alors qui aurait existé à des périodes peu reluisantes de l'actualité française et de l'histoire française. Qu'est-ce que c'est que cette obsession, finalement, pour la moralité en politique? Je vais prendre un exemple. Quand vous dites un homme politique qui a détourné de l'argent public pour des affaires privées, c'est éminemment condamnable et ça doit être condamné, très bien. Mais quand vous dites un homme politique a une maîtresse, et ça c'est un mensonge vis-à-vis du public, je dirais c'est sa vie privée, c'est pas un crime en soi que d'avoir une maîtresse dans ce cas-là. Bien sûr Sinon que c'est l'ordre moral que vous voulez rétablir. Pas du tout, pas du tout. Et je n'ai aucune espèce de jugement négatif sur les hommes politiques qui ont des vies doubles, triples, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que lorsque cette double vie influe sur leur exercice, la manière dont ils exercent le pouvoir, évidemment, il faut en parler. Alors, ça n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le registre de la morale, on est dans le registre de la sécurité nationale. On est aussi dans le registre des valeurs démocratiques. J'aurais aimé savoir, moi, avant de voter éventuellement pour François Mitterrand, qu'il avait une double vie, qu'il pouvait être l'objet d'opérations de chantage de la part de puissances étrangères parce qu'il ne voulait pas qu'on révèle cette double vie. J'aurais aimé savoir, en tant que citoyen électeur, que François Mitterrand avait un cancer de la prostate qui allait l'empêcher d'exercer le pouvoir comme on peut attendre de tout président d'une démocratie. C'est ça qui est important. Ça n'a rien à voir avec l'ordre moral. Les hommes politiques font ce qu'ils veulent de leur corps, de leurs amours, etc. Mais en plus, on peut ajouter que quand vous parlez d'une époque passée où les hommes politiques étaient... D'abord, il y a plusieurs choses qui sont différentes. Un, les médias sont beaucoup plus puissants qu'ils ne l'étaient du temps du général de Gaulle, par exemple. Et puis, deuxièmement, je crois que les problèmes qui se posent aux hommes politiques aujourd'hui sont tellement compliqués que j'aimerais que eux qui nous disent toujours « je fais don de ma personne à la France ou aux États-Unis d'Amérique ou à je ne sais quel pays qu'ils servent » se consacrent un peu comme des moines soldats à leur mission. Alors, du côté du journalisme, est-ce que votre personnage, Thomas Richard, est-ce qu'il est finalement naïf dans son idéalisme et sa conception idéaliste du métier, ou bien finalement, c'est l'exemple à suivre, c'est le modèle qu'il faudrait que nous suivions tous. Alors, je cache évidemment pour le lecteur les aventures et la manière dont il va se prendre les pieds dans le tapis, comme on dit vulgairement, mais est-ce qu'il est ce personnage naïf et finalement candide que l'on croit, ou bien il a des accès finalement de lucidité sur cette profession? Bon, les deux, ouais. Les deux. Le pauvre Thomas Richard est un personnage, oui, extrêmement idéaliste, qui a tendance peut-être à faire un petit peu trop confiance au bon esprit, à l'esprit de fair play de tout le monde, et qui effectivement se prend les pieds dans des choses, mais dans lesquelles il se plonge au nom de valeurs nobles qui doivent être et qui devraient être les objectifs de tout journaliste digne de ce nom. Alors évidemment, il prend des risques, il croit trop volontiers à des histoires qui l'excitent parce qu'il est un peu romanesque dans sa tête, mais tout journaliste doit être un peu romanesque dans sa tête aussi. Mais je préfère ce personnage-là au personnage de tant de journalistes que j'ai rencontrés depuis 40 ans, qui font des analyses extrêmement intéressantes, mais au fond ne révèlent jamais aucune information. Quand on voit que la classe journalistique mais pour vous, a fait semblant... c'est de dire un tel a couché avec une telle? Mais il ne s'agit pas de dire un tel a couché avec une telle. Il s'agit, prenons l'exemple de l'affaire Strauss-Kahn. Oui. Voilà. Est-ce que Strauss-Kahn doit être condamné pour des raisons morales? Non. Monsieur Strauss-Kahn fait, s'il a commis un viol, oui. Oui, s'il a commis un viol, bien sûr. Mais en l'occurrence, Dominique Strauss-Kahn n'a pas commis de viol, autant que l'on sache. Mais Dominique Strauss-Kahn ne doit pas être condamné au nom de je ne sais quel ordre moral passéiste. Il doit être condamné parce que, imaginez que les journalistes, qui savaient quand même tous quel genre de personnage il était avant de se faire prendre à l'hôtel Sofitel de New York, imaginez que tout
cela est continué dans cette espèce d'omerta dont tous les journalistes se rendaient complices. Et imaginez qu'il soit devenu président de la République. Même avant ça, imaginez qu'il soit devenu simplement candidat du Parti socialiste. Muni des informations que l'on avait sur M. Strauss-Kahn, imaginez l'utilisation qu'auraient pu en faire des adversaires qui ne s'embarrasseraient pas de scrupules et qui auraient livré juste 15 jours avant l'élection présidentielle, par exemple, la vérité sur M. Strauss-Kahn. Vous vous rendez compte? Donc il ne s'agit pas du tout de morale, ni de moralité. Il s'agit simplement de jeu normal de la démocratie. Alors, pourquoi, à un moment donné, la femme, Mary, la femme de Thomas Richard, lui dit « ta fougue est devenue colère ». Et c'est entre autres l'une des raisons, enfin l'un des arguments qu'elle emploie avant de le quitter. Oui, mais là, il ne s'agit pas de, comment dire... tiens, mon livre n'est pas un traité de sciences politiques. Justement, c'est pour ça que j'en reviens aux pages d'amour qui sont très belles, d'ailleurs. C'est donc un journaliste est un homme qui n'est pas seulement l'espèce, alors pour reprendre l'expression, de moine soldat qui se dit la démocratie doit aller de pair avec une transparence absolue. Donc le journaliste aussi a ses faiblesses. La différence entre le journaliste et l'homme politique, c'est que le journaliste, lui, il ne recherche pas les suffrages des électeurs, il n'utilise pas l'argent public pour faire son métier, il ne dit pas à tout bout de champ « moi, je me consacre à la France et au bonheur des citoyens ». Donc il est normal que ce journaliste ait des atouts et des faiblesses qui sont les atouts et les faiblesses de tout individu. Mais l'homme politique, qui, encore une fois, nous dit à longueur de journée « je travaille pour la France », et qui en fait travaille pour la France et travaille aussi pour enrichir son compte en banque éventuellement en Suisse, ou utilise l'argent du contribuable pour entretenir justement une double vie, donc, alors que l'argent du contribuable pourrait être utilisé autrement. Merci Jean Le Sieur. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est la fin. Vous voyez que sur France 24, il y a même l'autocritique du journalisme. Vous n'avez donc aucune raison pour aller voir ailleurs. Merci infiniment de votre attention et à bientôt.